sommes donc chez Martine Charmet, à Montpellier, dans la zone du millénaire. Un beau nom qui est vraiment en rapport avec l'an 2000 et le troisième millénaire, je suppose. Et donc, il est pas loin de l'Odysséum, qui est aussi tout un programme mythologique, celui du Sorodis. En compagnie, là, pour l'instant, de Sylvain Attard, qui est déjà avec nous à Marseille, de Christian Margot, et bien évidemment, de Louis Mazur, et surtout de Martine Charmet, qui nous reçoit dans sa chaumière très, très romantique, finalement, de la rue Becquerel. Et puis d'autres personnes qui vont vraiment se joindre à nous en cours de route. On va essayer de travailler. Bon, il y a donc deux enjeux dans cette réunion, à la fois que chacun présente un peu ce qu'il fait, et puis aussi qu'on arrive à discuter un certain nombre de choses concernant l'avenir de l'astrologie, le choix de l'astrologie, puisque c'est un petit peu le thème de cette semaine de rencontre. Et donc, rapidement, donc, Christian Lemargeau est à la fois quelqu'un qui a réfléchi sur l'astrologie, qui a mis son savoir informatique, astronomique, mathématique et au niveau de la communication au service des astrologues, dans le cadre de sa structure qui s'appelle Hermiacom. Martine Charmet qui représente, enfin, c'est intéressant parce que Martine Charmet et Sylvain Attard, toutes les deux s'inscrivent dans des écoles qui ont des maîtres assez prestigieux. Martine Charmet par rapport à Christian Duchossois et Sylvain Attard par rapport à Pierre Lassalle. Donc, quelque part, c'est intéressant aussi de voir comment la filiation se fait au niveau du disciple, de l'enseignement du maître, et puis comment ça évolue au cours des années. Alors, peut-être pour lancer un petit peu, parce qu'on a quand même pas mal de temps devant nous, pour lancer un petit peu le colloque sur une voie un peu dynamique, je vais demander à Christian Lamargot, non pas de vous parler de son travail de technicien et d'informaticien, mais de nous dire un petit peu quelles étaient les lignes de réflexion que vous aviez développées depuis, disons, je ne sais pas, une vingtaine d'années, concernant ce qu'est l'astrologie, ce qu'elle devrait être, ce qu'elle pourrait être. Alors, les lignes de réflexion sont parties d'un constat assez simple, c'est-à-dire que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Donc on se demande pourquoi, comment. On trouve différentes techniques en cherchant un peu, que ce soit les degrés symboliques, que ce soit des astéroïdes, que ce soit X choses, changer de système sidéral. Bon. Et on se pose des questions. En fait, il y a beaucoup de questionnements. Et je trouve que les astrologues, je suis arrivé à ces conclusions-là, devraient faire beaucoup de recherches statistiques pour essayer d'avancer dans notre connaissance. C'est vrai qu'on a des grands principes, des grandes choses que l'on connaît, que l'on sait, mais je trouve qu'on manque de technicité, on manque d'atouts et d'outils qui soient fiables. On trouve un peu de tout, on trouve des travaux sur les étoiles, sur les constellations, sur plein de choses, mais on n'a jamais vraiment d'outils statistiques ou de résultats de réelles statistiques sur un panel de, par exemple, 1000, 2000, 3000 ou 5000 personnes. Et je pense que c'est quelque chose qui manque. Il y a un travail de recherche qui manque énormément. Et ce serait parfait si certains astrologues pouvaient le faire. C'est vrai qu'il y a 30 ans, ou 40 ou 50 ans, c'était très difficile de synthétiser plein d'études différentes, de les classer, de trouver des résultats en fonction de ces classifications. Maintenant, on a des outils informatiques qui nous permettent de faire toutes ces choses-là, de savoir sur 10 000 thèmes, pourquoi pas. 10 000 thèmes, voilà, je sais que telle profession, il se dégage tel ou tel aspect, ou telle position, X choses.
Et on peut être très précis à la limite d'angle près, pourquoi pas. Donc le débat est ouvert, à mon sens, sur ces recherches qui permettent de faire des statistiques et de déboucher sur des probabilités. Alors vous avez l'impression qu'en dépit du développement depuis un certain nombre de décennies de l'informatique, il n'y a pas eu les effets qu'on aurait pu attendre. À mon avis, on a utilisé l'informatique uniquement pour faire des calculs, pour faire le thème natal, pour faire les directions primaires, qui sont effectivement assez embarrassantes à calculer, mais on a utilisé l'outil informatique que pour faire ça, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait effectivement faire des synthèses sur tous les thèmes qu'on a fait, qu'on a en mémoire sur l'ordinateur, on pourrait faire des recherches beaucoup plus poussées. Enfin, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont peut-être un niveau artisanal, d'accord, font ce qu'ils appellent de la recherche dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils vous disent, voilà, je sais pas, dans les conférences, on entend souvent, voilà, j'ai pris un petit panel, un petit corpus de tant de personnes, et puis j'ai remarqué que telle configuration se retrouvait. Ça, c'est quelque chose qu'on continue à entendre souvent. Voilà, mais justement, il faudrait que ça se formalise encore plus, et les gens, quand ils réussissent à faire ce genre de travaux, il faudrait aussi qu'il y ait des éditeurs pour étudier les résultats de leurs travaux. Ne serait-ce que sur Internet. Par exemple. Oui, mais vous connaissez les travaux de Mme Fuzel-Fuseau-Brecht? Oui. Alors, vous savez, moi je crois que... Alors elle, sa position, elle est quand même un peu bizarre, elle vient de décéder d'ailleurs, c'est que elle prend le global, c'est-à-dire qu'elle dit, voilà, on interprète un thème, on donne la façon d'interpréter un thème, et puis après on demande aux gens qui connaissent les personnes de dire, par exemple entre deux jumeaux, de dire celui qui... Voilà. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, que la méthode que vous proposez, moi ça me laisse assez sceptique, parce que je crois que si l'astrologie n'a pas fait un effort de se structurer, de se restructurer, simplement faire du vrac et dire, voilà, je prends un groupe de gens, je regarde les éléments qui reviennent chez eux. D'abord, est-ce qu'on prend en compte tous les facteurs qui existent? C'est pas certain. Je prends par exemple, qui suit des étoiles fixes, je pense que par exemple, on va peut-être pas utiliser les étoiles fixes dans ce genre de statistiques, par exemple. Et ça serait une erreur de ne pas le faire. Donc, on est obligé de faire. Si vous voulez, c'est une issue. Est-ce que, on parle d'ailleurs paradoxalement, mais Joël Gauquelin, lui, il a fait tous ses travaux avant l'ère de l'informatique. Oui, et ils sont pas justes. Alors, justement, il y a un livre là-dessus sur Mars. D'accord, alors, un petit peu, parce que monsieur a lancé le discours sur la Il y a également un livre d'Hadès qui faisait toute une démonstration sur des positions militaires qui étaient fausses. Moi, je me dis que c'est quand même assez bon, je trouve très intéressant ce que vous dites, hein, mais je ne m'inscris absolument pas dans cette recherche-là, dans la mesure où quand je traite un thème, quand je vais traiter, c'est d'abord une personne que je rencontre. Et cette rencontre-là, de cette rencontre va sortir quelque chose. C'est-à-dire que moi j'ai des réponses à ces problèmes ou à des choses qui se posent, parce que, puisque vous parliez tout à l'heure, hier, vous disiez que pourquoi on va voir un astrologue? On va voir un astrologue quand on a un problème, on va voir un astrologue quand tout va bien, en général. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un? Ou lui donner un chemin pour quelque ciel. Ça c'est pour moi quelque chose d'intéressant. Ensuite, c'est vrai, quand vous parlez de statistiques, moi, je vois la multiplicité de choses qu'on peut voir dans un thème. Je me dis, mais la statistique, à partir de quoi? Est-ce que c'est à partir du milieu du ciel? Vous parliez tout à l'heure de profession. Oui. Est-ce qu'on va prendre le milieu du ciel comme vocation professionnelle? Mais ce milieu du ciel, même en étant scorpion, par exemple, pour quelqu'un, va faire référence à un Mars qui sera n'importe où ailleurs. Va faire référence à un Mars qui aura un tas d'aspects différents. Comment allons-nous, par exemple, parler d'un milieu du ciel? Bon, d'accord, milieu du ciel scorpion, on va mettre un Mars en bélier, on va parler d'un aspect, deux aspects, trois aspects, et on va chercher tout ça, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Oui, non, mais je me rends compte qu'à la main, c'est pas faisable. Mais je me rends compte qu'effectivement, c'est pour ça. Ni même en informatique, puisque comment la perte. Est-ce que d'abord, qu'est-ce qu'on fait quand on est astrologue? On va rencontrer quelqu'un et on va lui ouvrir des possibilités qu'il n'a pas forcément trouvées. C'est-à-dire, moi je le compare un petit peu, je suis moi-même praticien de PNL,
Et le fait d'être praticien PNL fait qu'on ouvre aux gens une perspective, des possibles, qui n'existent pas ou qu'ils ne voient pas. C'est ça le travail. L'astrologue va faire ça. Comment peut-on savoir si la personne utilise ou pas la planète? Elle n'est pas obligée d'utiliser cette planète, elle peut l'avoir mis de côté. Donc c'est déjà la première des choses. Tant qu'on n'a pas la personne, on va faire une statistique sur une planète. Mais la personne n'y a peut-être pas accès. Je ne me rappelle plus quel est ce grand général, je ne me rappelle plus du nom. Mais enfin bon, peu importe, on va dire que c'est un... Enfin, je sais que c'est un général qui a été dans l'armée, je crois que c'est Clémenceau. Mais qui a un soleil en 12. Un soleil en 12. Un soleil en 12, oui, en 12. C'est bien. Ça correspond très bien Et vous pensez à la profession. qu'il va jouer à la profession générale? Pour moi, non. Pour moi, il ne met pas son soleil en avant. Il met son Saturne en avant à ce moment-là. Il va mettre la loi, il va mettre la rigueur. Mais il ne va pas mettre le rayonnement. Ça va dépendre de ce que vous Ça définissez la maison peut de être l'utilisation des services secrets. Oui, d'accord. Mais c'est aussi un soleil qui ne brille pas bien. Bien sûr. Il ne brille pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une translation, c'est-à-dire que la personne n'utilisera pas ce soleil en tant que... voilà, en tant que... Tout ça, c'est pour dire... Si on veut dire on est général, en ayant un soleil en Lion, par exemple, et en 1, je veux dire, ça brille beaucoup plus quand même, et que c'est une façon de s'affirmer beaucoup mieux que d'être en 12. Oui, je pense que c'est votre avis, et je vous donne celle de la parole sur ce que vous pensez. Alors, c'est pas mon avis parce que ça dépend de la définition qu'on donne à la maison 12. Moi, je donne à la maison 12 ce que c'est la maison des aboutissements. Alors, si un soldat et si c'est un soldat, effectivement, je n'ai rien à dire sur les général qui a abouti et qui vit dans les grandes casernes, dans la caserne, qui vit dans le lieu le plus abouti, celui du général. Il va dans les congrès, il est convoqué au gouvernement, il fait partie des grandes communautés où les gens qui ont fait une grande carrière aboutissent. Donc, comme c'est la maison d'aboutissement, beaucoup de présidents des dernières décennies ont été élus pendant des transits importants en maison 12, parce qu'ils sont à l'Élysée. L'Élysée, la maison 12, c'est pas que hôpital, police, prison, comme on voit dans Barbeau, Hadès ou Artagas. C'est la maison, c'est aussi le prix Nobel, c'est aussi les grands musées, c'est aussi l'Élysée et toutes ces choses-là. Et quand on est général et qu'on a une forte maison 12, eh bien, je trouve que c'est bien une bonne application et que ces fonctionnements, ces phénomènes de maison 12, et avec ces fonctions qui sont dans ce secteur de vie de la personne, se justifient tout à fait. Donc là, c'est ce qui est intéressant à propos de l'informatique, c'est justement essayer de collecter toutes les définitions, parce qu'il y a des définitions, il y a des gens, des astrologues, qui sont tous très habiles, très compétents, qui peuvent rendre de très bons services, comme vous le faites, aux consultants, mais qui n'ont pas forcément les mêmes définitions, même des fonctions planétaires et des définitions des secteurs de vie des maisons ou des archétypes du zodiaque. Et donc si là, il y a un travail énorme à faire maintenant qu'on a des gros moyens. Tom Beauclin, il a fait peut-être quelques centaines, et comme de constatations, peut-être quelques dizaines seulement. Maintenant, il faut en faire quelques milliers, ou peut-être même plus. Et là, c'est les moyens dont vous disposez maintenant qui vont nous donner un accès à une autre étape. Là, je cite souvent cet exemple, il faut vérifier, moi je le dis, mais ça ne suffit pas que je le dise, il faut que des milliers de personnes constatent que les gens qui sont frontales en morphopsychologie, c'est-à-dire surtout l'inclinaison du front, parce que maintenant avec les neurosciences et la façon d'analyser le cerveau avec j'ai oublié le nom technique exact de la neurologie moderne, on comprend ce qui se passe dans le comportement. Et le comportement, c'est dans la zone frontale. Et quand vous avez une zone frontale, un emballage de la zone frontale d'une certaine forme ou d'une autre forme, eh bien à l'intérieur, il y a probablement aussi des différences. Et c'est pour ça que le morphopsychologue constate que les fronts verticaux, qu'on appelle frontaux, ont plutôt tendance à être objectifs, et les fronts inclinés sont subjectifs. Donc il faut prendre des gens très verticaux et très inclinés. Si on prend les moyens, bien sûr, on ne pourra pas faire la statistique.
pour faire des recherches, il faut prendre les cas extrêmes d'abord, pour déjà voir si la règle pourrait être validée. Et donc, avant de pouvoir valider ce que je dis, moi je le vérifie, mais il faut que beaucoup d'autres le vérifient aussi. Et aussi les nuances qui peuvent s'établir. Les cas extrêmes vont te permettre quand même de définir un champ d'étude, un champ d'application. Oui, ça va être deux limites. Puis une théorie, et après, avec les deux théories, on pourra savoir les amalgamer, les nuancer, parce qu'on n'est pas tous des extrêmes, et il y a des nuances. Il y a aussi un gros travail à faire sur les infirmités psychologiques. On est parfois entouré de gens qui vraiment, dans certains domaines, fonctionnent mal, et dans d'autres très bien d'ailleurs. Et aussi on peut comprendre quand on fait de la politique, être élu et diriger, après, c'est deux choses différentes. Quand on sait bien être élu, c'est pas forcément qu'on sait bien diriger. Hein, et ceux qui savent bien diriger ne sont jamais élus souvent. Alors, il y a des grandes choses dans le genre humain qui n'ont pas encore été explorées, parce qu'on n'a pas des idées assez bien établies, on a des idées trop subjectives des uns et des autres. Mais oui, mais donc il faut faire ces travaux. Je trouve qu'il faut faire attention à ne pas figer, en fait, à parcelliser un être. Enfin, sinon, on va devenir quoi? Mais ce n'est pas un être, les êtres. Moi, je trouve que dans la société, déjà, ça devient de plus en plus. Oui, mais dans la société, ça devient de plus en plus comme ça. C'est comme si on met tout en case. Et en fait, on perd l'essence, on perd le mouvement, enfin la vie. En fait, un être, c'est un être vivant qui est en mouvement tout le temps. Donc, si on mais on a toujours une auto, ça ça vit aussi, ça bouge, mais c'est un développement différent. Pour moi, donc, celui qui a des nageoires, des ailes et je comprends. des pattes, il fonctionne pas pareil. Oui, mais je pense que c'est important. Ouais. Parce qu'en fait, bon, je comprends la démarche, mais en même temps, c'est quoi? Tu veux prouver que l'astro marche à travers les stats, c'est quoi? Tu vois? Pas forcément prouver quoi que ce soit, c'est simplement continuer les recherches telles qu'elles ont été laissées à un moment donné. Je trouve que maintenant il y a des outils qui permettent d'aller plus loin, on les utilise pas, je fais ce constat. Mais en même temps, c'est ça, moi je trouve qu'on ne peut pas. Enfin, je comprends, et c'est vrai qu'on peut utiliser l'outil informatique pour faire des recherches et tout ça, mais si on tombe dans la déviance de tout figer, je sais pas, comme tu disais, Mars, Bélier, égale ça et tout, mais en fait là, pour moi, on perd la vérité. Enfin, on perd la vérité d'un être. Enfin, en tout cas, bon, je connais pas, mais bon, moi je fais une astrologie qui est de synthèse, enfin, c'est la synthèse qui amène l'essence. Voilà, mais du coup là, c'est le risque de l'analytique excessif. Et en fait, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus comme ça, qui morcelle tout et qui fait que du coup on perd toute la capacité, toute la réalité d'un être. Et je trouve qu'il faut faire attention, l'astro c'est une science de l'être, quoi. Enfin, de l'art. C'est un art. Donc c'est pas que c'est un art l'astrologie. On veut se ramener à la science, on se trompe. Disons qu'il y a la science. Oui, elle lit, pas mais parce que c'est pas de la vérité. À ce moment-là, il y a la pensée et il doit y avoir le cœur. Enfin, les deux. C'est d'abord une étude de l'être. Oui, mais pour faire. Parce que là, vous parlez de tout ça. C'est un mot, mais moi je voudrais que ce que vous dites là, en parlant de morphologie, etc., faites-nous un peu le rapport avec l'astrologie. La morphologie, vous m'en parlez, le font droit, le font pas droit. Ok. Alors ça, c'est ce qui est intéressant de savoir comment fonctionne la subjectivité et l'objectivité. Parce que c'est bien beau de dire je veux analyser l'être en particulier, mais si on ne sait pas s'il a des pattes, des nageoires ou des ailes, on va faire une très très mauvaise définition des êtres. Et puis il n'y a pas que l'aide, il n'y a pas que la question d'aide. Objectif et subjectif. Qu'est-ce qu'on met dans ce sujet? Voilà, il faut définir toutes ces choses-là. Mais on peut le définir simplement. Moi j'estime être un sujet. Et d'être forcément subjectif, parce que je suis un sujet. Mon objet est absolument objectif. C'est ça, ça c'est un objet. C'est moi qui décide pour lui. À la mesure où je suis un sujet, je décide pour moi. Oui, mais lorsqu'il y a tout l'autre, c'est pas moi qui décide, c'est lui qui a plus d'encre et qui fait que vous ne pouvez, selon votre désir, ne plus écrire avec, parce qu'il n'y a plus d'encre. Donc, il faut aussi savoir toute l'anatomie de cet objet, et qu'il est composé d'un tube, d'un ligine, et dans les enfants. Je vois pas un être humain n'est pas un objet. Voilà. L'objet ne décide pas pour moi. Certes, mais l'être humain il peut être objectif ou subjectif. Et puis certes, bien sûr, c'est pas un objet. Il est forcément subjectif. Il est forcément subjectif. Oui, mais à des degrés très très différents entre les personnes. Regardez autour de vous, mais les humains objectifs et les gens subjectifs. Quand on va le définir dans le sens où quelqu'un qui n'est pas adaptable ou adaptable à quelque chose.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont... Tout le monde est subjectif. Tout le monde est sujet, donc subjectif. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'entendre ce que dit quelqu'un qui n'est pas de notre avis ou camper sur nos relations, sur nos positions? Ça va nous rendre subjectif ou objectif. Mais d'une autre manière, on va dire, à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est plus le même sens. Mais astrologiquement parlant, un être humain est d'abord un sujet. Donc forcément subjectif. Et c'est à cette subjectivité qu'on doit s'adresser. C'est-à-dire on doit s'adresser à lui tel qu'il est. Je ramène ça à l'astrologie. Voilà. Alors ça c'est un domaine très thérapeutique, c'est intéressant. Vous êtes passionné de ça et compétente là-dedans, il faut faire ça. Mais ça n'empêche pas que nous pouvons aussi étendre des moyens d'exploration de la nature, et même ne serait-ce que pour faire de l'orientation professionnelle. Les personnes ont très besoin de se connaître eux-mêmes, et pour qu'ils se connaissent, on leur donne les outils de description d'eux-mêmes. Je peux parler de ça justement parce qu'en fait moi j'ai été chargée de recrutement à un moment dans une entreprise, une grosse entreprise, et en fait j'ai arrêté parce qu'on me demandait effectivement faire des analyses graphologiques, même des thèmes et tout ça, et pour moi c'était pas éthique par rapport à un être. Pourquoi? Parce qu'en fait justement dans l'orientation, donc ok je comprends l'aspect orientation, mais je veux dire, pour moi, on est sur Terre parce qu'on apprend, parce qu'on est sur un chemin d'évolution, on a un but de vie, on est un être spirituel qui a voilà, on est là pour s'améliorer, pour grandir, pour se transformer, pour aller vers un but de vie. Et peut-être qu'on va à un moment faire un travail, avoir un poste pour développer telle qualité qui va nous servir par rapport à ce qu'on a à faire. Ça ne veut pas dire qu'on va être enfermé dans cette case et que c'est là-dedans qu'on va se réaliser. Pour moi, la vie est mouvement. Donc si on commence à figer dans les formes, eh bien, en fait, on perd l'essence, la vie, en fait, la vraie vie de notre destinée. À mon avis, c'est fondamental dans le rapport employeur-employé, parce que moi j'ai été employé et employeur. Et quand j'étais employeur, si je demandais à quelqu'un de mon personnel de m'aider à porter le bateau, et que je me mettais ici pour porter, et que lui se mettait là, le bateau il traînait derrière ou il traînait devant. Donc je n'ai pas besoin, moi, d'un employé qui a ces caractéristiques-là. Peut-être qu'il est bon ailleurs, mais pas pour être mon employé. Donc, en tant qu'employeur, j'ai le droit de savoir qui j'embauche pour ne pas payer quelqu'un qui ne me donne pas les services de j'attends de lui. Et la personne, pour être à l'aise dans son poste, mon employé, pour être heureux et efficace, et pour ne pas se faire toujours disputer par moi, il a besoin d'être choisi dans un autre endroit. C'est ça notre façon professionnelle. Oui, mais il y a des moments, on va faire un travail qui va nous pousser à développer une qualité qu'on n'a pas, mais en fait, on peut tout développer en soi parce qu'on a tous les potentiels. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir Quand on n'avait pas des ailes ou des nageoires, on ne met pas le poisson rouge dans la cage de rossignol et le rossignol dans l'aquarium. Donc il faut savoir faire cette analyse, au moins avoir la lucidité de voir s'il a des pattes, des nageoires, des ailes. Il y a une nuance à apporter dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que tout le monde est en évolution, une perpétuelle évolution, et il est certain qu'à un moment donné, tu vas étudier un thème natal, tu vas monter le thème natal, tu vas regarder par exemple une transit et la révolution solaire complétée, bon, très bien. Donc tu vas avoir une photographie de l'instant, du moment de développement de cette personne. Tu es bien obligé de la définir, de la formaliser, de dire, voilà, cette personne a développé telle et telle qualité actuellement, même si tu sais que par la suite, il y aura une autre évolution, un développement ultérieur. Mais il est certain qu'à un moment donné, quand tu fais un thème natal, tu es conditionné par les éléments qu'on te donne, même par toi-même aussi, par ta propre évolution. Il y a un échange entre, c'est un peu comme le laboratin et son expérience, il y a un échange entre les deux. Et là, il y a un échange entre toi, ton évolution, et le thème de la personne. Et c'est vrai que tout ça est en mouvement, tout ça t'oblige à formuler en fait une sorte de photographie, un instantané, à ce moment-là, de la vie de toi et de la vie du client. Et c'est en cela que ça devient intéressant, parce que c'est vrai que cet instantané, forcément, d'année en année, de mois en mois, va être différent. Je pense que ça peut compléter un peu. Oui. Disons qu'après, c'est le risque de figer le moment et de dire ça, c'est une vérité. Voilà. Moi, c'est ça. Il ne faut pas tomber dans cette erreur-là. Voilà.
Parce que c'est pas une vérité ni pour ton client, ni pour toi, puisque tu évolues également. Ton interprétation évoluera également, même à partir des mêmes paramètres. C'est ça. Parce qu'en fait, après, il faut restituer l'élément dans un contexte global, et c'est ça qui va permettre de saisir l'élément. Tout à fait. Donc moi, c'est dans ça, quoi. Et en même temps, c'est vrai ce que je n'ai pas trop suivi au début, là, c'est un peu parti, mais quand on parle de faire ces expériences, en fait, souvent, même les gens nous apprennent des choses. Cette expérience, elle se fait parce qu'on va faire le thème de quelqu'un et on va découvrir quelque chose dans ce thème. Moi, j'ai trouvé des choses, des manières, j'ai rien en tête actuellement, mais j'ai trouvé des manières de vivre certaines choses, mais alors tout à fait originales. Je dis, mais c'est fantastique, j'y avais pas pensé. Donc, c'est une évolution constante. Et pour en revenir finalement, si on veut, à l'origine de l'astrologie, où c'était vraiment... c'était quand même quelque chose de statistique. On peut parler des Sumériens, on peut parler aussi des Égyptiens, qui ont fait des statistiques, c'est-à-dire qu'ils ont vu cette corrélation finalement entre un événement et la place d'un astre. Hein, c'est ça. Donc ils l'ont fait au départ, la notion d'individu n'existait pas. Les individus dépendaient de leur roi qui était divin, et on faisait le thème du roi. Puisque le thème du roi était forcément le thème du roi ou du pharaon, c'était forcément le thème du peuple. Donc tout ça, petit à petit, ils sont arrivés à des conclusions dont on a hérité. Ensuite, il y a des gens qui maintenant, comme M. Coquelin, ou plein de gens qui ont fait, eux, d'autres recherches dont on bénéficie quand même de toute façon. Donc c'était tout à fait légitime de chercher à faire des recherches et de chercher à faire évoluer l'astrologie. Si c'est dans votre optique à vous et dans vos capacités. Moi, je ne me reconnais pas ça, voilà. Moi, je me reconnais simplement, et je pense comme Sylviane, de découvrir, enfin, j'ai fait de la psychologie jungienne aussi, justement, pour pouvoir être beaucoup plus pertinente dans mon discours. Tout ce qui m'intéresse finalement, depuis que je pense, je travaille, tous les métiers que j'ai fait, n'ont été menés que par une seule chose, l'intérêt que je peux avoir pour l'être humain. C'est tout. Donc, ma découverte, ce que vous parlez, maintenant, c'est vrai qu'on est dans une discussion, mais en fait, pour moi, ça peut changer. Mais de notre façon, la difficulté, je suis comme Sylviane, j'ai toujours peur qu'on fiche les choses. Et en fait, c'est ce qu'ont fait beaucoup de gens quand ils ont fait ça. Parce qu'ils ont oublié que derrière, il y avait un être humain. Et qu'un être humain, c'est une complexité énorme. Parce que ça n'utilise pas. C'est très rudimentaire, un être humain, dans sa partie consciente. Ça pourrait être complexe potentiellement, mais hélas, beaucoup d'êtres humains sont tellement primitifs qu'il me semble que c'est quelque chose. Je ne peux pas, c'est la dimension. Tout est dans la dimension du libre arbitre. En fait, on a une capacité de dépassement de soi qui est infinie. Exactement. Donc dire ça, bah justement, pour moi, c'est. Pour qu'ils s'assèquent à pour moi, c'est pas entendable ça, de discours là. Mais ils ne peuvent pas si on ne les assiste pas, si on ne les accompagne pas dans cette individuation. Et vous vous rendez compte qui on est, moi, je me situe ni en dessous ni au-dessus. L'entourage qui pourrait déjà y avoir accédé, pourrait tendre la main dans l'esprit. Mais on va tendre la main d'une certaine façon, nous, mais on a besoin des mains tendues. Oui, j'en doute pas. Moi, je pense que je ne peux pas faire un bon travail si je n'ai pas derrière un thérapeute qui m'aide. Oui, mais c'est si je n'ai pas derrière quelqu'un qui vient pour répondre à mes questions. Sinon, je suis dans une projection. Oui. Et si je suis dans une projection, je ne suis plus un professionnel. Parce qu'en fait, on a une dimension libre arbitre. Et puis, je veux dire, n'importe quel être humain, bien sûr, il faut le choisir. Hein, tout est dans le choix. Mais en fait, on peut s'auto-défier. Il n'y a pas de libre arbitre. Il y a des ficelles qui tirent la machine psychique. On peut se mettre dans une situation où on sait que ça va nous pousser à développer telle qualité, que ça va être difficile, mais en fait, on a une motivation et on aura le courage de le faire. Enfin, je veux dire, on a. S'il y a la structure psychique qu'il faut au-dessus et les archétypes. Mais on porte tous ça en nous. Sauf qu'on est dans une société qui nous a coupé de ça. Mais en fait, c'est ça l'être humain. On est capable de dépasser. Après, il faut accepter, ça va demander des efforts. Mais après, on va développer les qualités qui vont nous permettre. Et donc, il faut développer le vocabulaire pour décrire toutes les subtilités dont vous avez accès. Et nous, on a un vocabulaire très développé. C'est très simple. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de c'est l'être humain. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si on se coupait de notre vraie nature, qui est celle-là, c'est le courage. Le courage, qu'est-ce que je veux? Et en fait, effectivement, je ferai des efforts et je vais voilà.
c'est vrai qu'on est dans un système, enfin tout est facilité, tout ça. Mais en fait, je veux dire, quand on est dans une situation acculée, c'est pour ça que souvent, et ben là, on retourne en soi et là, on épuise ses ressources. Bien sûr, il faut choisir. Soit on fait la victime, soit on se dit, bon, bah, ok, pourquoi je vis ça Pour choisir les ressources, il faut en être conscient de ces ressources. L'astrologue, il va refléter ce que porte l'être en lui. Oui, ça dépend quel bagage conceptuel il a à sa disposition. Il lui montre un miroir, et regarde ce que tu portes en toi, maintenant c'est toi qui fais ton choix. On est toujours d'accord. C'est la responsabilité. Pour moi, l'astrologie, ça amène à la responsabilité, et cette responsabilité, elle amène à la liberté. Après, comme on est responsable, on choisit. Oui ou non. Mais ça ne marche pas de faire un travail. Mais il est clair par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en disant que tout le monde n'en est pas capable de faire ça. Avec Sylviane, on est allé, tu sais, aux Journées des Cévennes. Quand on a eu le repas, à un moment, le repas, on était, je ne sais pas avec nous, je crois. Il y avait Marie-Lou, deuxième jour qui n'y était pas. On était avec Marie-Lou, notre copine, et on entend la table d'à côté une personne qui dit « Mais être astrologue, c'est facile, il suffit d'aller à 2 ou 3 conférences, lire 2 ou 3 livres, et tu es astrologue. » On était là en train de se regarder, on était en train de se dire « Voilà ce dont vous parlez, là, en disant, c'est pas tout le monde qui. » C'est vrai qu'on dénature. Quand on voit astrologie, voyance, déjà, on est plus bon. Mais mon boulot ici, si j'ai accepté de participer à ça, c'est pour faire passer un message. L'astrologie n'est absolument pas de la voyance. L'astrologie peut guider l'être humain s'il veut être guidé, c'est-à-dire lui ouvrir des portes qu'il va choisir lui-même de franchir ou pas. Mais en aucun cas, on est des voyants. Si la personne n'a pas pris le tournant nécessaire au moment où c'était bon de le prendre, on peut encore lui montrer qu'il y a d'autres portes plus difficiles peut-être à prendre. On peut lui dire, eh bien, là vous êtes dans le juste, là vous n'êtes pas dans le juste, et encore avec beaucoup de retrait. Mais en tous les cas, ce qu'il faut surtout, c'est être attentif à cette personne, à ce qu'elle vit. Donc à aucun moment la science s'infuse. Et comme je parlais tout à l'heure de projection, je pense que c'est le premier danger qui guette n'importe quelle personne qui traite les êtres humains. Et si on n'a pas conscience de cette projection, et en même temps de ce pouvoir, on a tous un Pluton dans notre thème, donc on a tous un pouvoir. La seule différence qu'il y a, c'est de savoir quand est-ce qu'il se met en route et quand est-ce qu'il ne se met pas en route. Et travailler sur Pluton, c'est important. Parce que quand est-ce que je prends le pouvoir et que je décide du autre, quand est-ce que je vais simplement lui donner des éléments pour que lui puisse décider. Oui, que lui puisse décider. On plutonise tout le temps, mais plus ou moins bien. On plutonise tout le temps, ça dépend avec qui. Mais de toute façon, moi je parle plutôt de la conscience de plutoniser ou pas. On peut choisir de le faire quand on parle, quand on échange. Là, on est dans un débat, donc on fait valoir nos idées. Automatiquement, on est obligé d'être quand même dans un certain un échange qui peut être aussi quelquefois étendu, incompris, et c'est normal, c'est un échange. Là, on est dans ce cadre-là. C'est pas pareil. Tandis que quand on est dans un cadre sacré, comme une consultation, qui pour moi est sacré. Parce que c'est là où la personne ouvre son âme, c'est là où on parle d'âme à l'âme. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a tout ce qui se passe dans notre connaissance, et il y a tout ce qui se passe dans la relation. Et je pense que notre connaissance est pour 15-20% de vraiment la relation, c'est le reste. Et c'est là où la personne va pouvoir s'ouvrir ou pas s'ouvrir, entendre ou ne pas entendre, et c'est à nous d'avoir les éléments pour faire entendre de différentes façons, si ça s'est pas entendu. Mais encore une fois, nous, je pense que Sylviane est comme moi, et qu'on a toutes les deux, on va parler d'être humain. Et vous parlez de statistiques. Et on a besoin de vous aussi. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On a besoin de vous. C'est le yin, le yang, tout ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que quelque part, je trouve ça très intéressant que vous en parliez. Mais je trouve que c'est pas abouti, quoi. C'est encore difficile. C'est difficile de poser, de ne pas tomber dans ce piège. C'est difficile de ne pas tomber dans ce piège. Voilà, dans le piège d'enfermer. Faire attention à l'éthique. Voilà, mais ça ne dessert pas l'être humain. C'est terrible. Je crois que c'est deux techniques. Tu parlais effectivement de l'analyse. Réduire l'astrologie à l'analyse, c'est pas bon. Ne faire que de la synthèse ou faire des émotions, on tombe carrément dans Moi, je ne parle pas d'émotion. tout à fait.
Et je te dis qu'il faut, effectivement, pour faire de la synthèse, tu as besoin d'outils analytiques pour les femmes qui te permettent de faire de la synthèse, évidemment. Sans compter que, bien sûr, il y a l'aspect évolutif de la situation, autant pour le client que pour toi. Sur ce que je t'avais dit tout à l'heure. Oui, de toute façon, moi, c'était juste dans cet aspect parcellisé, tu vois. Enfin, tu cherches du boulot aujourd'hui, si tu n'as pas fait ça ou ça, bah, du coup, moi, je vois là, tu vois, je cherche à côté. En fait, je rentre dans aucune case. Parce qu'effectivement, moi, je suis partie d'une naissance, et c'est vrai que j'ai fait plein de boulot parce que moi, je sais m'auto-défier, parce que je suis capable de développer plein de trucs. Enfin, voilà. Mais du coup, je rentre dans aucune case. Et le risque, ce serait ça. Enfin, c'est que on essaye de... C'est comme si on essaye de se rassurer en essayant de rentrer en fait dans une case. Parce qu'il y a une méga insécurité en fait aujourd'hui, quoi. Et ben non, c'est... Ça rassure surtout les autres. Et autant la vie est infinie, autant le nombre de cases est infini. Et quitte à créer ta propre case. Quelqu'un qui n'a pas adulte. Oui, c'est du début. Il y a des adultes qui sont encore enfants, il y en a beaucoup. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, à ce moment-là, c'est un enfant. Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne, justement, a besoin d'une réflexion extérieure à elle-même et pas sa propre réflexion? Voilà, oui, elle n'a pas d'habitude. Et bien, c'est quand je l'aurai en entretien que je vais pouvoir lui poser cette question et lui dire, ben oui, j'avais un papa, mon père a décidé pour moi, finalement, je n'ai pas pris pour moi les décisions. Donc, est-ce que vous avez envie de prendre des décisions pour vous? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, qui trouvent ça très bien. Alors, la fleur de bac en elle-même, elle ne va pas traiter, je prends un exemple d'une fleur de bac, par exemple, quelqu'un qui est coléreux. Eh bien, il peut avoir poli parce qu'il prend des colères, on va lui donner parce qu'il est en colère, parce qu'il ça le rend jaloux, il se rend frustré, on va lui donner. Qu'est-ce qui fait qu'il est en colère, quoi? Est-ce que c'est parce qu'il se sent jaloux? Est-ce qu'il se sent frustré? Est-ce qu'il se sent... Et c'est tout ça qui va faire que la fleur, il n'y a pas une fleur qui soit une chose. Vous voyez? Il y a des choses qui sont, oui, on les donne aux gens, comme en astrologie, on va dire que le poisson est comme ceci, le bélier est comme cela. Vous êtes bélier, vous êtes ça. Vous êtes poisson, vous êtes ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Prenez une carte, tenez, essayez de voir ce que ça va vous dire. Ce qu'elle va vous raconter la carte. Ah. C'est amusant ça. Oui, on va. Alors. Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour, j'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limitées et convictions, pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette grandeur qui est en fait moi. C'est magnifique, ça. C'est pas beau? Vous avez tiré la bonne? Vous l'avez vu? Oui. Souvent ça correspond à ce qu'on dit. Oui. Je vous laisse en tirer une si vous voulez. Y arriver comme on pouvait, mais j'aime bien que, je ne sais pas mon habitude, là, je suis en train de confirmer avec des gens qui doivent venir, mais autrement je préfère que les choses... Alors on va revenir sur... Mais bon, de toute façon on a le temps, pour moi la réunion, ça se fait en par étapes, ça se développe. Hein. Hier on a passé 8 heures ensemble à travailler, à Marseille. Donc effectivement, ce qui est intéressant, vous, c'est que, moi j'ai pas suivi de très près effectivement la discussion qu'il y a eu d'une demi-heure, mais c'est vrai que l'astrologue était un petit peu pris entre certaines contradictions, parce que à la fois effectivement, il y a des gens par exemple par rapport à Gauquelin. J'aimerais bien que Madame Charmé, que vous nous disiez quelles ont été les critiques qui ont été faites par rapport aux travaux de Gauquelin. Vous dites que ça n'est pas valable. Non, je n'ai pas dit que c'était pas valable. J'ai dit qu'il a fait toute une étude sur Mars et qu'en fait, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas tout le temps. Ce sont des statistiques. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Vous voulez dire, en tant que praticienne, vous dites ça? Ah oui, d'accord. Non, mais la question de savoir si ces statistiques ont été mises en question par les statisticiens et par les chercheurs. Ça a été mis en question quand même. Oui, hein, vous savez. oui, d'accord. Mais maintenant, que ça ne fonctionne pas tout le temps, je crois que ça va de soi. D'abord parce qu'il l'a dit lui-même. Ce sont des statistiques qui concernent des gens qui ont une réussite professionnelle remarquable, déjà. Il disait que pour des gens qui ont une carrière médiocre, déjà ça ne marchait pas. Il dit aussi que si les accouchements sont provoqués, ça ne marche pas non plus.
Donc si les gens ne sont pas... bon, alors donc finalement le thème natal ne fonctionne pas forcément. D'ailleurs on en a parlé hier, du problème du thème natal, j'aimerais qu'on en reparle. Le thème natal, c'est un ensemble qui regroupe deux paramètres complètement différents, qui sont le mouvement diurne et les passages des planètes dans le zodiaque. Bon. Et pour moi, ce sont deux astrologies totalement différentes qui se retrouvent dans un seul et même plan. Vous savez que les travaux de Gauquelin ne travaillent pas sur les planètes dans le zodiaque, ils travaillent uniquement sur les planètes dans les maisons. Bon. Et je pense que c'est ça le véritable thème natal, le véritable enjeu du thème natal, le fait que l'enfant naisse à ce moment-là, et même ça provoque sa naissance, provoque son accouchement. Et la capacité, moi je m'intéresse beaucoup à la place de l'enfant qui va naître. On pourrait par exemple dire qu'au moment où on arrive à peu près aux 9 mois, il y aurait peut-être un logiciel interne de l'enfant, une horloge interne, qui dirait, voilà, on va essayer de regarder à quel moment je vais naître. Bon. Et donc, bon, s'il est par exemple martien, génétiquement, héréditairement, il y a un conditionnement à devoir naître au moment où la planète Mars est dans une position significative, de façon angulaire. Bon, alors ça, c'est une question de quelques heures. Imaginons par exemple qu'à un moment X, Mars ne soit pas angulaire, l'accouchement peut être retardé si on peut dire, de 1 heure ou 2 heures pour que la position soit acquise. Donc il y a une marge de manœuvre, vu la rapidité du mouvement diurne et le fait qu'on est dans la rotation, la position planétaire peut être plus ou moins ciblée de manière correcte si on veut absolument que l'enfant naisse à tel moment-là. En revanche, évidemment, s'il s'agit des positions zodiacales, c'est évidemment impossible, n'est-ce pas? L'enfant ne va pas attendre que Mercure soit passé du Gémeaux au Cancer. L'enfant ne va pas attendre que Jupiter soit passé du Lion à la Vierge. Donc, parce que ça serait des questions d'années. Donc, on voit bien que le référentiel zodiacal n'est pas du tout adapté à la faculté de l'enfant à déclencher l'accouchement. L'enfant ne peut déclencher l'accouchement que par rapport à des positions qui sont très rapides. Bon, alors ça c'est un premier point. Deuxièmement, donc le fait d'intégrer dans le thème natal les éléments zodiacaux, à mon avis, fait problème. Donc, ces éléments zodiacaux sont essentiels, au contraire, au niveau prévisionnel, au niveau des cycles, puisque le zodiaque permet de baliser le processus cyclique d'une planète au cours de sa révolution. Saturne mettra, si par exemple si on prend Saturne, on va traverser les 12 signes en 29 ans, etc. Donc c'est un autre champ. Et je ne comprends pas très bien pourquoi on combine les deux référentiels. Je pense qu'il y en a un qui est parfaitement adapté pour étudier le processus de la naissance, l'autre qui est parfaitement adapté pour faire des prévisions cycliques, et je ne vois pas pourquoi on utilise le système de prévision cyclique au niveau du thème natal. Donc ça c'est un point que je... C'est un point que je peux éclaircir. Il y a déjà une première question dans l'astrologie diurne. On utilise quelle domification? Non, mais ça c'est laquelle on va non, mais ça c'est on va laisser de côté cette question-là. La question c'est que le processus, parce qu'en plus, comme vous le savez, la subdivision, alors c'est un thème qui m'est cher, la subdivision qu'on peut faire du mouvement diurne, elle peut se faire sous différentes formes. On peut diviser, par exemple, donc là il va toujours diviser en 12, parfois je crois qu'il est divisé en 36, c'est-à-dire on peut multiplier le nombre de secteurs, on peut numéroter les maisons à l'envers, ça c'est pas une autre question, c'est le problème des diverses subdivisions, des diverses ramifications. Mais à part ça, effectivement, il semble que alors les gens qui pratiquent une astrologie karmique disent qu'effectivement, on pourrait dire qu'à la limite, si la naissance a été programmée 10 ans à l'avance, évidemment, ou 100 ans à l'avance, on va faire que l'enfant va naître au moment où les positions zodiacales sont là. Mais si la programmation est beaucoup plus raisonnable, c'est-à-dire que bon, voilà, l'enfant a été programmé à un moment donné, il y a une conception, il y a un déclenchement de la génisine, et puis à un moment donné, on arrive aux heures qui vont précéder l'accouchement normal, et là, il y a une captation intéressante. Alors moi, je parle beaucoup de neurosciences, parce qu'effectivement, je pense que l'enfant, pour naître, pour faire ce processus de naissance en rapport avec les positions cosmiques, il y a un travail cérébral. C'est-à-dire que moi, je propose comme statistique, qui n'est pas du tout le même genre de statistique que vous proposez, je ne vais pas vérifier si telle planète est dominante ou pas, je vais vérifier qu'au moment de la naissance,
puisque si cette naissance exige une captation d'informations, il va falloir que ça corresponde à une intensification de certaines zones cérébrales. À ce moment-là, voyez-vous. Donc on pourrait essayer de calculer s'il y a une intensification cérébrale dans les 3 ou 4 jours qui précèdent la naissance, qui correspondrait à une sorte de radar que l'enfant prendrait dans son système et qui le ferait prendre en considération un très grand nombre de données astronomiques, de paramètres astronomiques pour naître au moment qui correspond, si on ne provoque pas évidemment l'accouchement artificiellement, etc. De la même façon, au niveau cyclique, Deux secondes, parce que là, vous parlez de beaucoup de choses et je vais continuer, mais je pense que ça pose question quand même, parce que vous dites, dans le domaine des neurosciences, il faudrait savoir s'il n'y a pas des facteurs qui vont faire que cet enfant naisse à quel moment, de quelle manière. Bien justement, il y a plusieurs Les neurosciences, elles vont se présenter de quelle manière, je veux dire. Quelle est cette manière de voir ce qui met en route, au niveau du fœtus, cette activité cérébrale. Voilà. Donc voilà. Alors, parce que c'est beau, les mots sont bien, mais après, concrètement, ça se passe comment? Concrètement, d'abord, premièrement, vous savez très bien que les recherches sur les activités cérébrales sont justement constituées à partir de certaines situations, et on voit à ce moment-là quelle est la zone cérébrale qui est activée. Ou qui est désactivée. Donc voilà, je ne vais pas vous répondre en vous disant... Mais tout en sachant aussi que quand même, il y a des zones cérébrales qui ne sont pas utilisées et qui prennent le relais, on le voit bien dans des gens qui ont des hémiplégies. Voilà. Ou d'un seul coup, la zone cérébrale touchée, et bien c'est plus la même. Eh bien, il y a du relais qui a été pris, donc ce qu'on avait vu à droite, peut-être... Voilà, donc bien de ça dont il s'agit. Donc effectivement, on ne sait pas, évidemment, à l'heure actuelle, on ne sait pas, puisque les travaux n'ont pas été faits, on ne sait pas quelles sont les zones cérébrales qui sont activées, je viens justement, mais on peut penser qu'effectivement, si on vérifie qu'il y a des zones cérébrales qui sont spécialement activées à ces moments-là, ça veut dire que ce sont ces zones cérébrales qui sont justement concernées par le processus de captation des énergies cosmiques. C'est pas compliqué comme méthodologie. Non, ça c'est tout à fait clair, mais est-ce que vous en avez parlé avec un neurologue? Non, j'ai des articles là-dessus, je n'en ai pas encore parlé, mais je crois que je pense que ce serait intéressant. Ça ne pose pas de problème majeur, il s'agit de voir si ça existe ou pas. Je n'ai pas dit que ça existait. J'ai dit que une façon, à mon avis, extrêmement concrète d'envisager la validation de l'astrologie, non pas, bien entendu, de toute l'astrologie. Il ne s'agit pas, on a bien compris, que ce n'est pas toute l'astrologie qui va être validée par un travail scientifique quel qu'il soit. Il s'agit de valider certains éléments. Bon, maintenant, il y a des gens qui disent c'est tout ou rien. L'astrologie, tout ou rien. Soit vous validez tout, soit vous validez rien. Bon, moi, je suis désolé. Il y a des choses qu'on peut valider qui ne... Même quand on veut compléter un processus, il y a des processus qu'on peut faire apparaître, quitte à les diversifier à un certain niveau. Et ça, c'est un débat qu'on a eu hier encore une fois. Il faut distinguer les axes principaux qu'on peut mettre en évidence de manière statistique et des diversifications spécifiques individuelles qui, elles, quelque part, se situent à un autre niveau épistémologique. Ça ne relève pas même de la même dimension scientifique. Il ne faut pas mettre dans le même sens les subdivisions, par exemple ce qu'on a dit hier, on en a parlé, il ne faut pas mettre dans le même bateau les problèmes de grands axes, de grands angles, avec des subdivisions qui sont, elles, arbitraires, etc. Par exemple, alors là, on en a parlé encore hier toute la journée, par exemple, quand on étudie un cycle planétaire, on peut diviser ce cycle, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 12 maisons si c'est un cycle diurne, ou en 12 signes si c'est un cycle au niveau de la révolution planétaire. On peut diviser en 12 signes. Bon, maintenant, est-ce que le passage d'un signe à l'autre est signifiant ou pas? Pas forcément. Puisque cette division, c'est simplement une façon de marquer une progression, une évolution du processus. Si, comme je disais, voilà, on est à l'échelle 1, l'échelle 2, l'échelle 3 du développement du cycle. C'est simplement une indication. Si on prend les travaux de Rodiard, il n'y a aucun souci, comme vous dites si bien. Chaque cycle planétaire va induire chez la personne des prises de conscience. Souvent dans les moments de crise d'ailleurs, pas dans les moments faciles. Et ces prises de conscience vont permettre aux gens justement d'aborder mieux cette... Vous parliez tout à l'heure du cycle de Saturne. Ce cycle de Saturne, il est fantastique, moi je trouve. Parce qu'il correspond tout à fait en 29 ans à tous les âges finalement.
À 7 ans, l'âge où on nous a dit quand on était enfant, hein, c'est l'âge où vous êtes au premier carré croissant. L'âge où vous êtes maintenant, vous êtes devenu un enfant responsable, vous pouvez prendre des décisions. 14 ans, l'âge de l'opposition, ben l'âge justement où on commence à se séparer quand même un petit peu de nos parents et à essayer de trouver une certaine individualité, mais surtout à rencontrer les autres. Puisqu'on est dans on n'est plus dans l'individualité, mais on commence à rencontrer, on se sociabilise. Le dernier carré décroissant, 21 ans, c'était l'âge où on était majeur à l'époque. Et 30 ans, c'est la maturité astrologique, et c'est le redémarrage sur autre chose. Sur autre chose qu'on aura construit pendant tout ce cycle. Où il y aura notre vécu, il y aura tout ça, si on parle de cycle. On passe pas brusquement de 29 à 30 ans, on est d'accord. Hein, c'est un processus progressif. Je crois que c'est exactement dans ce sens. Donc voilà, donc on est dans le progressif, donc il n'y a pas à figer les subdivisions, on est d'accord. Or, c'est souvent ce qu'on fait. On va dire, est-ce que Mercure est à la fin du Taureau ou au début des Gémeaux? Est-ce que Mercure est en maison 8 ou en maison 9, etc. Mais là, vous parlez en cycle ou vous parlez dans le thème là? Dans le thème, ou dans le thème, parce ou dans qu'on le était thème. dans les cycles, là. Oui, mais forcément, dans le cas du thème, c'est un cycle. En l'occurrence, quand on dit, par exemple, que la planète est en train de passer au moment de la naissance, parce que la planète passe d'une maison à une autre, c'est un processus cyclique. C'est un processus cyclique, bien sûr. Et ben, le fait que le changement de maison ne fait simplement montrer que le cycle a avancé. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faille tenir compte du fait qu'il est en 8 ou en 9. Vous comprenez? Il est simplement en train d'avancer. C'est la différence. Donc, si vous voulez, il y a une différence entre... Il y a quand même, au niveau du thème de naissance, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose qui est figé, de toute façon. Le thème de naissance, en lui-même, est figé à l'heure et à la date de naissance. C'est un arrêt sur les Tout à fait. C'est un arrêt sur les donc il y a quand même une fixation. On ne dit pas le contraire. Non, mais ensuite, je comprends très bien que vous parlez de cycle, puisque forcément, chaque planète va s'inscrire dans un cycle qui va se poursuivre et qui sert, d'ailleurs, on se sert dans les cycles qui ont progressé. Oui, les ont progressé, tout simplement. Donc il va nous donner ensuite, justement, l'évolutif de l'enfant pendant ces années. Moi, je ne fais pas de direction primaire, je fais des directions secondaires. Mais bon, peu importe, puisque je ne fais pas de prédiction, donc c'est pas ça. Donc forcément, on va à ce moment-là, avec l'étude de la liaison progressée et progressée, on va comprendre ce cycle-là. Et on va lui donner du sens. Parce qu'il y a des événements qui arrivent justement dans ces changements de maison, changements de signe souvent, dans l'enfance. Le débat n'est pas là. Je ne sais pas où il est le débat. Donc, justement. On entend parler, à chaque fois on ne répond pas. Oui, non, c'est pareil. On est en train de parler d'un sujet, vous passez à un autre sujet. Donc, oui. Moi je suis dans votre sujet. Voilà. Donc mon sujet, c'est de dire qu'il faut distinguer le général et le particulier. C'est-à-dire en astrologie, les grands axes, et puis on peut diversifier, mais ces grands axes, on peut quand même essayer de les étudier en tant que tels. D'accord? Les diversifications se situent à un autre niveau qui parfois, d'ailleurs, ce que j'étais en train de dire, n'ont pas la même valeur scientifique que les grands axes. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, quand on prend un cycle, on peut par exemple dire qu'on peut essayer de valider scientifiquement un cycle, on ne peut pas forcément valider les différentes subdivisions qu'on inscrit dans le cycle. Parce que ces subdivisions sont simplement des commodités. Vous savez qu'en astronomie, par exemple, pour l'astronome, les planètes correspondent à une réalité astronomique objective. Les signes zodiacaux ne sont qu'une commodité pour situer les planètes. Ça n'a aucune valeur scientifique, le zodiaque en astronomie. Hein, ok, d'accord. Mais ils les utilisent quand même. Et on ne peut pas ne pas utiliser. Par exemple, aujourd'hui, on va dire il est 11h, et l'après-midi, ça veut dire qu'entre 11h, qu'au moment où on va changer d'heure, il va se passer quelque chose de fondamental. Donc, la surimportance qu'on accorde au passage d'une subdivision à une autre est tout à fait excessive en astrologie. Et c'est un petit peu, bien que je n'ai pas suivi le débat ce matin, c'est pour ça qu'il faut distinguer. On a le droit l'astrophysique ne doit faire apparaître que les grandes forces, les grandes lignes de force, et à un autre niveau, on peut effectivement subdiviser, diversifier, et ça c'est un autre plan, qui échappe à la statistique justement. Et ce que je voulais reprendre la question des neurosciences, les neurosciences peuvent être utilisées pour valider l'astrologie plus que beaucoup d'autres choses. Parce que si on valide en disant oui, ça a tel effet psychologique, ça a tel effet, si on arrive à prouver, non pas toute l'astrologie comme ça, aucun travail statistique ne va prouver la totalité de ce que font les astrologues, d'autant qu'ils ne font pas tous la même chose. Mais si on peut prouver, par exemple, au niveau des cycles, au niveau par exemple des conjonctions, qui peuvent être le point central d'un cycle, que les personnes qui sont marquées par ce cycle, conjonction X, Y, etc.,
à ce moment-là, au moment où la conjonction se produit, ou à l'approche de la conjonction, ont une suractivation cérébrale, etc. Pourquoi? Parce que, et ça c'est aussi une théorie, parce que la question c'est de savoir si nous captons les valeurs cosmiques ou pas. Si notre cerveau, si nous ne bénéficions des forces cosmiques qu'à partir du moment où nous les captons, si nous ne les captons pas, nous n'en serons pas ces forces. Donc il faut faire un travail de repérage cosmique, il faut que notre cerveau fasse un travail de repérage cosmique extrêmement complexe pour pouvoir capter les informations. Si quelqu'un n'a pas un équipement pour capter les informations, il ne capte pas les informations. Cela dit, il y a des fois qui ont biaisé par rapport à ça en disant ces informations, de toute façon, elles se placent sur nous, elles sont reçues, même si on n'a pas un récepteur adéquat. Et c'est effectivement, par exemple, quand il pleut, vous recevez la pluie, même si vous n'êtes pas équipé pour recevoir la pluie. Bon, mais au niveau astrologique, c'est pas comme ça. Au niveau astrologique, on ne recevra les énergies, les informations, que si on est équipé pour. C'est-à-dire si on a l'équipement correspondant à la captation de ces informations. La perméabilité. Et à partir de ce moment-là, si on est équipé pour, ça veut dire qu'au moment où ces informations, on doit les recevoir, il va y avoir une suractivation cérébrale pour pouvoir gérer la masse d'informations dont on a besoin pour que les choses se fassent d'une certaine manière. C'est une piste de recherche que je vous signale, et qui, à mon avis, est probablement et d'ailleurs qui est statistique, puisqu'il s'agit finalement de prouver que statistiquement, les personnes qui, à un moment, sont à l'approche d'une configuration majeure, pour eux, vont devoir, parallèlement, développer un radar de captation particulièrement suractivé. Voilà. Mais les nanotechnologies vont permettre de modifier et d'améliorer par implantation de petites... Ah ben ça, il y aura peut-être une autre astrologie qui vont faire un un individu qui fonctionnera beaucoup mieux que nous tous. Ah ben ça c'est possible. Hein. Avec les puces qu'on va pouvoir brancher. Ah oui, nous serons des petits... Ça, on peut toujours dire qu'un jour ou l'autre, dans 10 000 ans, l'astrologie ne fonctionnera plus parce qu'on aura complètement reprogrammé l'humanité. Voilà, même pour tout le monde. On fasse des armées, on fasse des nettoyeurs. Alors pour revenir à ce que disait Martine Charmé concernant les rapports entre le thème natal et les cycles qui vont se produire au cours de la vie, et notamment la fameuse question des transits, qui est une question... Je n'êtes pas dans les transits. Hein. Vous n'êtes pas dans les transits. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, c'était pas de transit. Non, mais quand vous me dites pour revenir à ce que je disais, je non, mais je veux dire, est-ce que je voulais savoir, non, parce que est-ce que les transits font partie de votre méthode de travail? Ils font partie aussi de ma méthode de travail, mais les transits sont extérieurs. Alors que tout à l'heure, il m'a semblé que vous parliez de l'intériorité et de ce qui faisait. Je termine. Et de ce qui faisait qu'on pouvait, nous, être à l'origine d'une évolution ou d'un désir d'évolution. Ensuite, les événements transit sont des événements extérieurs qui arrivent et nous bousculent. Alors, le problème des progressions, des directions, avant de parler des transits, le problème des directions, c'est qu'ils sont articulés sur les... Alors, ça dépend quel genre de direction vous utilisez. Secondaire. Bon, donc, effectivement, à ce moment-là, vous regardez les positions du dans les jours qui suivent la naissance, etc. Et bon, ça, c'est une convention qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Effectivement. Bon, disons que, effectivement, tout part du moment de la naissance, et aussi, il y a apparemment une sorte de solidarité entre l'ensemble des facteurs du thème natal. Dans la notion, parce que les directions solidarité entre tous les facteurs du thème natal, puisqu'on va les diriger les uns par rapport aux autres. Donc, et de toute façon, disons que c'est quoi? C'est un cycle de la lunaison. Ah oui, à partir de ce moment-là, mais un mois pour faire le tour du zodiaque, elle va toucher tour à tour les planètes. Voilà, c'est ça. Donc, et elle va faire des aspects il y a une solidarité, c'est-à-dire que... C'est pas une solidarité, c'est carrément le thème natal évolue. Non, mais le thème natal suppose une solidarité entre l'ensemble des facteurs présents à la naissance. C'est le béaba de l'astrologie. Non, c'est pas le béaba de l'astrologie. Pour Michel Gauquelin, par exemple, il n'y a pas de solidarité entre les planètes. Bon, mais moi non plus. Mais alors, si vous me dites que je ne suis pas astrologue, c'est un autre problème. Mais moi, j'ai le droit d'être astrologue et de ne pas accepter ce principe. Et je ne vous reproche pas de... Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec M. Gauquelin, alors je comprends. Comment? Vous venez dire que vous n'êtes pas d'accord avec M. Gauquelin. Je dis ça? Oui, l'intéressant. En quoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec Michel Gauquelin? C'est ce que vous venez de dire. Ah bon, bah écoutez, alors ça c'est la première nouvelle, ça. Vous l'écouterez? Ben oui, c'est ça. Alors je suis...
je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord avec Michel Gauquelin. Au contraire. Par contre, évidemment, ce que Michel Gauquelin a fait, il l'a fait, et ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant, puisqu'il travaille sur un certain sujet qui est le mouvement diurne. Il ne travaille pas sur les cycles qui marquent la vie des gens. Ça, c'est clair. C'est pas une question, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que c'est pas son travail. Et puis, ça pose d'autres questions qui ne sont pas celles qu'il a abordées. Au contraire, je trouve que le travail de Gauquelin est tout à fait satisfaisant. Bon, mais qu'effectivement, il ne marche pas pour tout le monde. Ça, c'est un fait. Les travaux de Gauquelin ne sont pas valables pour toute personne. Hein? Et d'ailleurs, on ne va pas rentrer. Bon, comment? Si c'est bien ça le problème. Non. Les statistiques doivent être appliquées à des populations spécifiques. Vous faites pas des statistiques. Alors, si vous faites des statistiques sur le cancer, vous allez étudier que des gens qui ont le cancer, jusqu'à preuve du contraire. Vous n'allez pas étudier des critères qui sont valables pour le cancer à l'ensemble de la population. Donc, on est obligé en statistique, Madame Charmé. Non, mais si on veut vérifier que des gens qui ont le cancer ont certains types de configuration, vous allez travailler sur des gens qui ont le cancer. Donc, vous allez travailler sur un. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que de tirer une carte comme ça, ça n'a pas, en soi, ça n'a pas de réalité scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les gens qui ont un cancer, ils ont une multiples configurations. Oui. Non, mais si on fait une recherche statistique. Alors, il y avait, voilà, ça filme là. Oui, peu importe. Bon, ce n'est pas le but, c'était juste pour dire que c'était facile de mettre des cases, quoi, et qu'à partir des cases, on va, dans certaines astrologies, on va dire, on va coller à telle configuration une phrase, et puis on va finir par faire une jonction de phrase, on va faire un discours. Ça n'aura pas forcément C'est une compilation de l'aphorisme et faite par des gens qui ne sont que dans l'anecdotique. Mais les clients sont aussi que dans. Beaucoup de clients ne sont que dans l'anecdotique, ils sont demandeurs. C'est pour ça que la recherche statistique n'est pas adaptée à la clientèle. Il faut qu'ils aillent voir moi les gens à ce moment-là. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça, ils peuvent les raison, ils vont pas envoyer en temps. Oui. Bon, donc on est bien d'accord que de toute façon, toute statistique sérieuse doit étudier, bien entendu, les gens concernés par le phénomène qu'on va étudier. Si on étudie les peintres, on prend des groupes de peintres. Si on étudie les malades mentaux, on prend des malades mentaux. Donc il est évident qu'on est obligé de choisir ce groupe-là. Bon, dans le cas de Gauquelin, la finalité d'une statistique, c'est d'établir des probabilités. Une statistique ne va jamais dire que ça marche à 100%. La statistique est toujours faite pour établir des probabilités. Oui. C'est pour ça que même si l'on a, à un moment donné, par exemple, imaginons qu'on va prendre un exemple qui n'est pas celui qui m'intéresse spécialement, imaginons que quelqu'un ait trouvé des éléments récurrents pour une population de gens, par exemple, qui ont une propension à attraper telle maladie. Ça aura prouvé, si on y arrive, ça aura prouvé qu'il y a une réalité astrologique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va pouvoir s'en servir dans la pratique de l'astrologie. Ce sont des enjeux différents. Les statistiques ne suffisent pas à être utilisées en astrologie. Et je dirais même qu'on peut me dire, c'est le problème, c'est que les astrologues veulent tout pour rien. Les gens disent, ah oui, il n'a fait que prouver ceci, mais on sait beaucoup. Oui, c'est beaucoup plus. C'est déjà pas mal quand même, mon chien. C'est pas mal si on arrive à prouver certains éléments de l'astrologie, même si on n'arrive pas à en faire quelque chose qui soit utilisable au niveau du praticien de l'astrologie. Il faudrait quand même peut-être pas dédaigner les travaux parce qu'on en est quand même là. Qui prouvent l'existence du phénomène astrologique et non pas forcément qui viennent légitimer le travail de l'astrologue. Ce sont deux choses différentes. Alors il y a des corporations et des lobbies qui veulent qu'on aille dans une certaine direction. Il y a le lobby des enseignants, le lobby des praticiens, mais il y a aussi la recherche qui a le droit d'avoir ses propres valeurs. Donc effectivement, pour revenir à la question de la prévision astrologique, puisque moi je travaille beaucoup sur la question de la prévision et des cycles, et des recherches statistiques, on a vu que Gauquelin, lui, avait absolument laissé de côté toute la notion de la prévision astrologique, même toute la notion de cycle, bien que dans ses bouquins, il parle souvent de certains travaux sur les cycles, mais ce n'est pas son domaine. Encore que, comme on a dit tout à l'heure, la naissance est aussi un processus cyclique, au niveau du mouvement diurne, mais pas au niveau du mouvement zodiacal. Et effectivement, les transits, c'est quand même un problème. Les transits, c'est un problème parce qu'il s'agit de relier le mouvement. Qu'est-ce que vous parlez de? Je crois que c'est Ida Consolo, vous qui me disiez, j'étudie le retour de Saturne sur les angles de mon thème. Bon, pourquoi pas? Mais quand on y réfléchit bien, c'est quand même un petit peu, comment on dit en anglais, farfetched. C'est-à-dire que
on étudie le retour de Saturne, qui est donc une position zodiacale, sur l'angle du thème, qui est un processus du mouvement diurne. Alors, il y a là cette espèce de synchronie. Moi, je pense, je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux plans. Oui, mais c'est justement ce que tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler, je m'excuse, là, mais vous avez parlé justement en disant qu'il y avait ces deux côtés. Et je trouvais que c'était intéressant d'intervenir à ce niveau-là, parce qu'un thème natal, il est fait et du mouvement diurne, et des positions zodiacales. Il est fait du tout, et des maisons. Sauf que ce n'est pas du tout au même plan que ça se situe. Pour moi, les planètes, je retiens encore une fois pour moi, pour l'astrologie que j'ai apprise, les planètes en signe sont ce qu'est réellement l'être humain. Je vais le faire très simplement. Les maisons sont les lieux d'expérimentation de ces choses. Et les aspects sont ce qu'on a pris dans notre environnement comme croyance. Et c'est sur les aspects qu'on peut travailler. Pour moi, faire un thème natal, c'est renvoyer la personne à ce qui est planète en signe. C'est tout. Ah, là, je vous... C'est comme ça. Je vous le dis d'une manière très simple. Hein. Mais on est réellement planète en signe. Vous permettez de dire après comment moi j'adore. Oui, bien sûr, je suis désolée de le couper, mais en fait c'était au début, parce que là il a continué à parler de ça, mais dès le début il avait posé ça comme étant une vérité, qui pour moi ne l'est pas. Donc c'est forcé, tout le discours après n'est pas sur un truc, je ne sais pas si bien partager mon avis là-dessus, sur le fait que les lieux d'expérimentation sont bien les maisons, puisque la maison n'est pas du tout au même plan. Moi j'appelle ça champ d'expérience. C'est un champ d'expérience, de l'expérimentation. Est-ce qu'on va expérimenter tel aspect de notre thème dans notre famille, en maison 4? Est-ce qu'on va l'expérimenter dans notre travail, en maison 6? Est-ce qu'on va l'expérimenter parce qu'on va être en demande de vocation en maison 10? Peu importe après. Ou en 12, comme vous disiez, dans ce lieu de finalité qui est, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'est pas qu'un hôpital de prison. Villa Médicis. Il n'est pas que ça. Mais il n'est pas que ça. Mais c'est-à-dire que vous parlez vous le voyez, et je l'ai entendu, en termes évolutifs. Ils ont tous le truc d'une manière évolutive. Et la finalité de la maison 12 est d'une manière évolutive. C'est là où on rencontre Neptune, c'est là où on raconte la fin d'un cycle qui commence en 1, c'est la naissance. Et c'est là où normalement on doit avoir le résultat de nos expériences. Mais c'est pour ça qu'il y a les prisons. Et c'est pour ça qu'on a aussi les hôpitaux psychiatriques. Parce que comment on fait ces expériences? Peut-être qu'on les a mal faites, peut-être qu'on les a bien faites, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'on a ça, mais qu'on a aussi tout ce qui va être de l'ordre de, justement, de la compréhension de l'être humain, c'est-à-dire qu'on a aussi les psychiatres. On a aussi tous les gens qui vont aider ces gens enfermés. C'est une maison qui est un enfermement quand on est dans le milieu, dans le naïf, mais prendre au niveau naïf, pas naïf. Naïf, c'est-à-dire dans le premier niveau, et dans un autre niveau plus évolutif, et bien ça va être, on va aider les autres, on va justement pouvoir apporter aux autres ça parce qu'on connaît, parce qu'on a cette expérience-là, naturellement. Et alors, on sait la mettre en avant ou pas, c'est là que pour... On a comparé une façon de penser les maisons, de définir les maisons. Pour les planètes, moi je dis que ce sont des fonctions, comme Diane l'avait. Donc j'aime bien utiliser le verbe qui correspond. Je marxise, je mercurise, je jupitérise, je saturnise. Et quand il est quand monsieur, je suis désolée de pas aller avant qu'il n'est pas là, quand il est en train de parler de neurologie, c'est Mercure. C'est le Mercure qu'il faut regarder dans le thème, à ce moment-là. Si à un moment, avant la naissance, supposons que dans son analyse, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se met en route au niveau neurologique, Mercure à ce moment-là. Alors moi je vous parle avec un Mercure en Vierge, et je vous entends, je vous écoute avec un Mercure en Vierge, et vous me parlez avec un Mercure en Vierge. Un Mercure en Bélier, monsieur, ça va. Pardon, je peux vous demander quelque chose. Que pensez-vous d'un thème où il y a toutes les planètes endormies? Je n'ai jamais vu un thème avec toutes les planètes. Le mien. Pas tout à fait. Presque. Pas tout à fait. Parce Alors, que qu'est-ce que ça peut, à votre avis, qu'est-ce que ça peut? Je ne sais pas. le Soleil en Lion, Je Jupiter en Sagittaire, Ça peut peut-être amplifier. Ça amplifie les problèmes comme ça amplifie les... Voilà, c'est bien ce que je pense. Ça amplifie les deux. je pense surtout à mes problèmes.
Non, mais ça amplifie les deux. Non, ça amplifie les deux. C'est comme Jupiter en transit qui passe sur quelque chose, il a une double fonction, ce Jupiter. En fait, Il amplifie quoi? les maisons qui ne sont pas habitées, Il amplifie sont quoi? des bonnes maisons. Vaut mieux pas amplifier, quoi. C'est là où il y a habitation par une planète Oui, sur une maison qu'il y a problème. Même si elle est bien respectée. On a parlé ici. il n'y a pas forcément un On va délai. manifester. Enfin, si. C'est là où on a une Un énergie point complète. Voilà. L'énergie est complète Voilà. en termes d'énergie. C'est ça. On a notre capacité d'énergie du signe complètement. Mais le problème, c'est que si on a un carré là-dessus, bah, ça risque d'être quand même Encore un peu plusieurs difficile. magnifiques. Alors un semi-carré, n'en parlons même pas, là, ça va être beaucoup plus difficile. Mais Et pourquoi le semi-carré plus difficile? Pas plus autant, un semi-carré parce qu'il est Ah, le semi-carré, pourquoi tu il est l'as conscient. Il est. Il est très difficile à amener à la conscience. On amène beaucoup plus à la conscience un carré ou un opposition. Ah, d'accord. C'est les autres qui le voient, ils vont voir ils vont Ah, moi, je sais que ça porte des carrés. trigone aussi, on croit que c'est les mêmes choses. Pour moi, le trigone, Ça peut être très ça passif. peut être très. Vous savez, un trigone, moi je vois une chose, voilà ce que je dis avec un trigone. C'est la secrétaire, par exemple, qui est très bien, qui sait très bien faire des tableaux, etc. Ben, je sais qu'il fait des erreurs supplémentaires parce que c'est à elle qu'on donne en plus tout. Parce qu'elle est douée pour ça. Les autres, elles partent à l'heure. Oui, mais c'est pas elle qu'on va Elles n'ont pas la reconnaissance. S'il y a des licenciements, ce sera pas elle. Oh, c'est pas dit. C'est pas dit. Ça dérange beaucoup les gens qui l'ont.